Bonjour petits et grands lecteurs, aujourd'hui je suis l'idée d'une personne qui m'a envoyé un message comme ça, qui m'a proposé un sujet de vidéo et que j'ai trouvé excellent et qui correspond bien je trouve à ma chaîne et à ma façon de penser. Je suis même un peu déçue de moi-même d'y avoir pensé par moi-même, tu vois. Mais voilà, on fait ça, donc merci à toi si tu te reconnais. Je vais vous présenter différentes maisons d'édition indépendantes à suivre, des petites maisons d'édition. La crise qu'on a actuelle au niveau du livre, là je passe mes journées à lire des articles horribles sur la situation. Tu as envie de te mettre dans une couverture en pleurant vu la situation. À ce qu'aujourd'hui, donc nous sommes le 25, le gouvernement veut verser de l'argent aux éditeurs. Donc pas aux auteurs, pas aux libraires, bon ça m'énerve vraiment, alors qu'il y avait véritablement des choses à faire, notamment rien que mettre un prix à la poste dédié aux livres. Ça aiderait tellement les libraires, ça aiderait les éditeurs et ça aiderait les auteurs aussi, les auteurs autopubliés je parle. Mais pour l'instant ils ne versent qu'une somme qui est 5 fois plus petite que ce qui était demandé et qu'on sait tous que ça va revenir aux gros éditeurs, hein. C'est Gallimard, c'est Editis, en même temps c'est eux qui ont les plus gros chiffres. Le problème c'est que les oubliés, ce sont les petits éditeurs indépendants, ce sont les libraires, ce sont les diffuseurs, distributeurs, voilà, il se fait souvent beaucoup d'argent sur le livre, mais là, ils n'ont pas aidé non plus. Les auteurs aussi, voilà, il n'y a pas eu... Je crois qu'il y a des fonds d'aide pour les auteurs professionnels, mais voilà, donc on est clairement dans une crise affreuse, et je trouvais ça important de vous présenter des éditeurs que vous pouvez soutenir. Là, la crise, c'est... Là, je vais faire encore de la morale. Vous allez vous dire, Père Castor recommence. Mais la crise, c'est à nous aussi de défendre les petits éditeurs. Voilà, c'est à nous de nous rendre en librairie d'eau. C'est à nous de faire des gestes. Parce que c'est nous qui sommes responsables de ce qui va après. Il y a plein de gens qui disent, oui, c'est le système, Amazon, tout ça. Oui, mais c'est toi qui achètes. Tu vois, c'est moi qui achète. Il faut avoir du recul sur ses achats aussi, et donc je trouve important de mettre en lumière des petits éditeurs à soutenir. Des petits éditeurs, ça va être difficile pour eux, et pourtant ils ont une très bonne qualité de livres, et pour moi je suis très heureuse de faire cette vidéo, parce que pour moi ça signifie beaucoup de choses. C'est ces éditeurs là qui m'ont donné envie de monter ma maison d'édition, donc j'ai vraiment envie de les soutenir par le biais de la chaîne à cause de ça, et de sensibiliser certains qui connaissent peut-être pas. Je vais tout de suite vous dire, ces livres sont peut-être un petit peu plus chers que ce que vous trouverez chez la concurrence. Mais bon, un indépendant n'a pas les mêmes marges qu'un éditeur beaucoup plus gros. On n'est pas du tout sur les mêmes sommes, tu vois. Là, je sais que tu vas être sur des livres entre 20 et 25 euros, les gens vont trouver ça cher. Mais quand je vois combien coûte l'impression, quand je vois voilà, ce genre de trucs, ils sont obligés de mettre ces prix-là pour survivre. C'est obligé. Ils peuvent pas faire autrement. Et en même temps, il y a la qualité. Donc voilà, c'est moins standardisé, il y a peut-être tu vois, même dans l'illustration, il y a des choses qui sont différentes et que j'aime beaucoup. Il s'agit en fait des éditions de la Goutte d'Or, et je n'ai lu que ce livre, et cet essai m'a tellement marqué quand je l'ai lu, et que j'ai trouvé tellement important, que je pense que, tu vois, soutenir des petits éditeurs d'essais, ça peut être aussi intéressant. On ne naît pas grosse, de Gabrielle Dédy. Alors, j'ai toujours présenté dans cette vidéo un peu les livres de cette petite maison d'édition que j'ai. On n'est pas grosse, en fait, c'est l'essai d'une jeune femme qui est en obésité, je crois au stade morbide, mortel, je sais jamais comment on le prononce, mais une obésité assez importante qui nuit à sa santé, et qui traite donc du sujet d'être gros, en fait. On va pas... Voilà, c'est pas péjoratif d'être gros, de dire t'es gros, en fait. On dit bien que t'es mince ou t'es maigre. Et ce traité parle de ça, de l'image qu'ont les gens, de la grossophobie. Et tu vois, ça m'a vraiment tiré les larmes, parce que moi, j'ai toujours eu beaucoup de formes. J'ai été, à un moment de ma vie, un peu en surpoids à l'adolescence, pour plein de raisons. Voilà. C'est une question qui touche beaucoup de gens. Que ça soit pour des problèmes médicaux, parce qu'on est triste, on mange, parce que, mesdames, la pilule par exemple, voilà, les hormones, le corps il change, bref, il y a beaucoup de choses. Et je dénigre pas les gens qui... Tu vois, je comprends, et ça c'est un thème qui me touche aussi, parce que j'ai des amis qui sont dans le cas contraire. On défend beaucoup, on parle beaucoup de la grossophobie en ce moment, et à raison. Par contre, il y a vraiment une haine des gens qui sont anorexiques, qui est une maladie. Comme l'obésité, dans certains cas, est une maladie. Il y a des gens, ils sont obèses parce qu'il y a des problèmes de santé qui font qu'ils le sont. Et donc, en fait, cette haine de la maigreur,
de la minceur, elle est aussi blessante, je pense. Quand on dit à quelqu'un que t'as la peau sur les os, je pense que c'est aussi blessant que de dire bah t'as bien mangé à la cantine, tu vois. Et moi ça me fait mal de voir ça parce que pour moi c'est la même chose. Pour moi c'est la même chose, il y a des femmes qui arrivent pas à prendre du poids aussi, faut s'en rendre compte. Il y a tu vois, on a des corps qui sont comme ça. C'est un livre qui parle des tabous de la question. Elle parle beaucoup de son parcours, de comment elle a vécu le fait d'être obèse pendant des années et de l'être toujours, du regard des autres, dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, les remarques. Ça arrive à beaucoup de gens de se prendre des remarques là-dessus. On est dans une société qui prône la minceur. Voilà, qui prône le fait que tu fasses du 36. En France, la taille moyenne est du 42. Il faudrait peut-être que les marques y pensent. Ça m'a vraiment touchée et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses en fait que j'avais intériorisées. Parce qu'à un moment quand on te dit oh t'as bien mangé à la cantine, enfin que tu cours plus vite, t'as un gros cul, tu vois. Bah en fait ça a un impact sur notre vie et il faut pas intérioriser. Tu vois, il y a des choses que j'ai acceptées moi quand j'étais jeune et que je me dis mais maintenant, mais la personne qui m'aurait dit ça, je me retournerais, tu vois, je lui retournerais ma main dans le visage. Vraiment, tu sais, c'est pas acceptable de dire ça aux gens. Et c'est un petit peu engagé aussi, et c'est plus un point de vue de femme, mais je pense que la question est tellement importante que en tant qu'homme, vous pouvez le lire sans problème. Je pense pas qu'il y a de problème là-dessus. Donc allez-y pour la goutte d'or. Alors là, c'est eux qui m'ont envoyé ce livre-là il y a quelques années. C'est une maison d'édition qui ne fait pas que de l'imaginaire, mais qui publie un des auteurs, les inspirateurs de Tolkien, un des auteurs à la base de la fantasy, qui a été auteur mais qui a aussi été teinturier, il a fait des motifs. Je parle de William Morris, donc La plaine étincelante. C'est un récit qui est issu du mythe médiéval selon moi. Donc, c'est Les Forges de Vulcain, voilà, qui est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a vraiment de la qualité littéraire derrière ces textes et je suis tellement contente que William Morris soit traduit en France et soit distribué en France. Donc on est totalement dans la tradition du texte médiéval avec le plot principal. Un jeune homme est amoureux d'une jeune fille, la jeune fille souvent qui est une princesse est kidnappée et il doit aller la chercher. Il va la chercher sur la plaine étincelante qui est une sorte d'utopie avec des figures symboliques, bref. Moi j'ai adoré, voilà, parce que j'ai lu le roman de la Rose et je trouve que la plaine étincelante, il y a quand même beaucoup de choses en rapport. Bref, c'est une bonne maison d'édition. L'équipe est super, voilà, pour avoir travaillé quelques fois avec eux, ils sont adorables. C'est des bons textes et voilà, on parle des origines de la fantasy. Je ne pouvais pas ne pas vous parler d'une maison d'édition qui montre des origines de la fantasy dont on parle peu. Je veux dire, quand on parle de Tolkien, à peu près tout le monde voit situe Tolkien et encore, quand je parle de William Morris, les gens me regardent, c'est qui ce mec-là, tu vois. Mais il est important, il a marqué son siècle et sans lui, la fantaisie ne serait pas la fantaisie actuelle. Donc, Les Forges de Vulcain, allez-y, en plus le nom, j'adore Les Forges de Vulcain, j'adore, c'est très très bien trouvé. Ensuite, petite maison d'édition que je suis depuis des années, c'est tenu par une jeune femme qui m'a motivée à monter ma maison d'édition et qui m'a prouvé que c'était possible. Je parle du Héron d'argent. Donc ici c'est Faites vos jeux de Julia Richard qui est une espèce de Saw. Vous savez, on enferme des gens dans une pièce et un seul doit sortir vivant. C'est une petite maison d'édition qui essaye de publier des récits originaux. Ils publient autant des textes, donc des romans, qui publient des beaux livres. Moi je suis particulièrement appréciatrice de leurs beaux livres. Je vous conseille de les suivre sur leurs réseaux sociaux, tout. Voilà, il faut soutenir aussi ces petits indépendants. Et voilà, le Héron d'argent, ça fait des années que je lis leurs livres, que je les soutiens et que je continuerai de les soutenir. Parce que pour moi, c'est une belle affaire familiale. Et voilà, ils sont toujours présents au salon, en stand, ils ont leur communauté, ils sont très heureux comme ça. Et j'aime beaucoup parce que ça reste de la petite maison d'édition assez traditionnelle. Et ça, c'est ce que j'aime. Leur façon de fonctionner, c'est un peu comme ça que je vois ma maison. Si vous vous rendez en salon médiévaux, voilà, en fête médiévale, bref, n'hésitez pas, ils seront peut-être sûrement là et je vous conseille de faire un tour sur leur stand si vous êtes intéressé. Ensuite, on va parler d'une autre maison d'édition, la Jeunesse. Alors eux aussi, je crois qu'ils sont indépendants. C'est une petite maison d'édition connue notamment pour publier Aurélie Wallenstein, pour publier Estelle Faye, Gabrielle Katz. Il s'agit donc de Scrinéo. Scrinéo, Les loups chantants, c'est mon livre préféré, je pense, d'Aurélie Wallenstein, qui un coup j'aime pas ses récits. C'est un peu l'amour, la haine entre nous. Les loups chantants, en fait, c'est l'histoire... ça se passe dans le grand froid. On suit un frère et une sœur, la sœur est malade et se change en glace et son frère décide en fait de lui sauver la vie en l'amenant
à la ville, qui est très loin, ils doivent prendre le traîneau, le chien de traîneau. Le truc c'est que en dehors du campement, il y a les loups chantants, qui peuplent les rêves des gens, qui essayent de sortir du camp pour les bouffer. Et notamment la petite amie de ce garçon, ça lui est arrivé, et il prend donc le risque de combattre l'hiver. Très beau récit, c'est un récit de froid, il y a toujours un peu de truc glauque et mystique chez Aurélie Wallenstein, et celui-ci je le trouve pas problématique contrairement à certains de ses livres. Bref, pour moi c'est le meilleur ce qu'elle a écrit de ce que j'ai lu, et je vous le conseille. Ensuite, une maison d'édition que j'aime beaucoup aussi, c'est Le Chat Noir, alors je pense que vous connaissez. Donc ici c'est le livre Le Souffle de Midas d'Alison Germain, qui est donc Lily Bookin, une youtubeuse que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup aussi sa série. Donc c'est une série qui parle de mythologie grecque. En fait on suit Louise, une jeune femme qui est touchée par le souffle de Midas. En fait il y a une fille qui elle la trouve à moitié morte et elle l'embrasse, et par ce contact elle lui donne le souffle de Midas. Et Louise va être amenée dans une aventure auprès d'un homme pas dégueu on va dire, et surtout elle va être emmenée auprès de la Pythie. Voilà, il y a tout un truc avec la mythologie, une ville où il y a la mythologie. C'est un récit en plus qui est capable de tuer ses personnages, qui est assez triste et assez beau à certains moments. La fin du second tome m'a beaucoup touchée. Le personnage de la Pythie est mon personnage préféré dans l'histoire. Et voilà, Le Chat Noir publie énormément de livres très différents. Ils font de la romance, de la fantaisie, il y a des petits livres courts. Bref, allez-y, c'est une très bonne maison d'édition qui a besoin d'être soutenue, qui publie des récits originaux qu'on trouve pas forcément en édition dite classique, hein. Des récits fantastiques sur la mythologie romaine grecque, gréco-romaine plutôt. C'est pas ce qu'on trouve le plus. C'est pas un livre du genre, c'est pas Shakespeare, mais franchement je passe toujours un très bon moment. Je suis contente de découvrir l'histoire d'Alison. En plus, pour avoir lu d'autres trucs de booktubeuse, pour l'instant c'est ce que je trouve de plus abouti. Je vous en dirai pas plus, mais pour l'instant moi je trouve que c'est le récit qui m'a le plus convaincue dans ce que j'ai lu. Donc premièrement il y a Le Bélial. Alors Le Bélial, j'ai deux éditions, donc j'ai une édition grand format et une édition petit format. Là c'est leur collection 1 heure lumière. Donc c'est des tout petits livres. Le Bélial c'est toujours des récits assez originaux. Je trouve que c'est vraiment celui qui a peut-être les récits les plus barrés en termes d'originalité. Ici ce sont 24 vues, donc 24 points de vue sur le mont Fuji, avec un petit côté un peu mystique que j'ai adoré. Et celui-ci j'en ai un souvenir de ouf. Je pense que c'est le premier livre de Dark Fantasy que j'ai lu, et je devais avoir 14-15 ans à l'époque. Donc c'est Thierry Di Rollo, Bank Green. Alors, d'après mes souvenirs, parce que ça remonte, c'est l'histoire d'un homme qui a d'autres dragons et qui erre dans la neige, comme ça. Et il est sur les champs de bataille où il n'y a que des morts, et c'est beaucoup de réflexions sur la vie humaine, la tristesse, il y a des combats. Une fresque poétique, sombre, terrifiante et nostalgique, on va dire ça, j'improvise, mais dans ma tête c'était ça, et j'en ai un très très bon souvenir, et ça m'avait énormément marqué. Il y avait beaucoup de sang, ce genre de choses, j'avais pas l'habitude de lire ça à cet âge-là, mais voilà, donc Le Bélial m'avait fait découvrir ça, et je suis très heureuse d'avoir ce livre. Et enfin, alors ça c'est une maison d'édition qui est très très importante, qui a un auteur que j'aime bien et qu'il faudrait que je continue à lire. Tu sais, vous avez vu, je commence 36 séries en même temps, c'est n'importe quoi. La Talente. Alors La Talente, contrairement aux autres, c'est plutôt une maison d'édition, je trouve, qui est orientée vers la science-fiction. Je pense que Pratchett, c'est une de leurs seuls vraiment succès qui est de la fantasy, mais la plupart du temps c'est de la science-fiction, surtout connu pour ça. Ils ont une librairie à Nantes, il me semble. C'était les anciennes éditions, celle-ci avec un papier un peu doux à l'extérieur. Alors Pratchett, c'est eux qui ont les droits de Pratchett. Pratchett, le plus grand auteur de fantasy humoristique, hein. On est sur le mec a pas trop de concurrence selon moi. Après j'en ai pas lu beaucoup, mais pour moi c'est lui qui domine la catégorie. Bah j'ai lu Coup de tabac, qui en plus on me l'a offert, mais on me l'a offert du genre c'est le tome 10, tu sais, donc j'ai eu beaucoup de mal à le lire au début, donc au début je pensais pas trop aimer Pratchett. Et en fait j'ai lu ces livres qui ne sont pas donc les Annales du Disque Monde, que j'ai bien aimé, et j'ai lu l'homme Dieu. J'ai lu son livre qui est dans les Annales du Disque Monde, mais qui est un peu un hors-série sur la religion. Souvent il y a un thème, et voilà, c'est des critiques très bien faites sur des sujets qui mêlent fantasy, humour et politique en général. Beaucoup de personnages différents, donc je vous conseille quand même d'aller sur Wikipédia et de regarder, ou Booknote ou tout site, et de regarder dans l'ordre
dans lequel il faut les lire, parce qu'il ne faut pas lire Coup de tabac en premier, parce que sinon vous allez rien comprendre comme moi. Mais voilà, pour moi je conseille Pratchett, pour le peu que j'ai lu, ça a été de très bonne qualité, et je compte lire cette série. Voilà. Après c'est de l'humour anglais. L'humour c'est toujours un peu particulier à conseiller, parce que on n'a pas tous le même humour, et l'humour anglais c'est quand même particulier. Pour ma part, c'est un des humours qui me fait rire le plus au monde, donc moi ça passe tout seul pour ça. Et en plus c'est très intelligent, tu sais, c'est pas du genre tire sur mon doigt, non, là on a vraiment une réflexion. Là tout le truc sur la religion était hyper bien pensé et drôle et intelligent, bref. Je vous conseille Pratchett et je vous conseille La Talente. Enfin, je vais vous parler des indés de l'imaginaire. Alors les indés de l'imaginaire, si vous connaissez pas, c'est un regroupement de maisons d'édition indépendantes de l'imaginaire. Je vais pas vous parler de Brajlon parce que Brajlon est le premier éditeur d'imaginaire en France, donc ça me paraissait pas logique. Par contre, je vais vous parler d'autres éditeurs. Les moutons électriques, je vous les présente plus, je vous en présente quand même pas mal sur la chaîne. Donc ici c'est Véridienne de Chloé Chevalier, c'est mon récit que je préfère chez les moutons électriques. Le format des moutons électriques est assez spécial, c'est ce que j'aime bien, c'est un format carré. Alors qui est pas pratique mais qui est très beau et agréable à lire, j'aime beaucoup lire ce format là. Alors c'est une histoire où on est dans deux royaumes, où il y a des héritières. C'est la particularité, la jeune fille née, et en fait il y a une suivante qui est née le lendemain, qui va venir au château et devenir un peu sa suivante, quoi, l'aider, sa dame de compagnie, bref. On est un peu sur ce postulat là. On a deux histoires, une où l'héritière a deux suivantes, ça n'arrive jamais. Elle a un frère, ils sont dans un royaume, tout se passe bien on va dire, même si son frère a beaucoup de galères dans la vie, et il y a sa cousine qui va être chassée de son royaume, son père va être assassiné et qui va rejoindre donc sa cousine. C'est un récit qui est assez particulier parce que, comment dire, je trouve qu'il est plus psychologique qu'il est dans l'action. Le 2 est meilleur que le 1 quand même, je tiens à le dire, le 2 est meilleur. On est beaucoup sur les relations entre filles et je trouve que c'est assez réaliste parce que on nous peint souvent dans les livres que les filles s'entendent très très bien. J'ai pas le souvenir, moi, petite, que je m'entendais très bien avec mes camarades de classe féminine. C'est peut-être moi, mais je trouve que c'était assez réaliste. On est vraiment sur des filles qui découvrent plein de choses, donc voilà, qui découvrent leur corps, qui se découvrent aussi entre elles, parce que c'est des cousines qui s'étaient pas vues, qui découvrent aussi le patriarcat, et ça, c'est intéressant, parce qu'elles se retrouvent princesses, et elles ne peuvent aspirer à rien, sauf une. Mais voilà, l'autre, on remet en cause son pouvoir parce que c'est une fille, et l'autre c'est la deuxième née, voilà, c'est la fille, c'est la princesse. Et en plus elles ont toutes des comportements extrêmement différents, de la séduction à la timidité, tu vois. On a vraiment des portraits très différents. Et ce que j'aime bien dans Véridienne, c'est que mon personnage préféré est un homme dedans, alors qu'il n'y a que des femmes. Mais mon personnage, c'est le frère en fait d'une des héritières que j'adore, qui a une vie tumultueuse, importante, et j'ai tellement hâte de lire le tome 3, et à chaque fois je ne pense pas m'acheter le tome 3, mais Véridienne ça a été vraiment une très très belle découverte que je vous conseille. C'est atypique comme fantasy, je sais qu'il plaît pas beaucoup à tout le monde parce que c'est un livre qui prend assez son temps, les personnages, les petites filles sont très agaçantes au début, mais moi je trouve ça très réaliste. Une petite fille, c'est pas forcément celle plus agréable, d'après mes souvenirs. Voilà, donc voilà. Il y a des jérémiades, et en même temps, t'as des femmes fortes, on a qui ne le sont pas. Je veux dire, on a vraiment des portraits de femmes très différents, et des intrigues qui se complexifient au fil des tomes, je trouve. Donc voilà un peu pour les éditeurs que je peux vous conseiller, voilà, j'en achète. En fait, le problème, c'est que, comme c'est pas ceux qu'on voit souvent, c'est pas ceux non plus vers lesquels je me tourne toujours, parce que moi je vais souvent chez Brajlon parce que c'est, voilà, ils publient des gros auteurs de fantasy dont j'ai lu, les Anglais ont lu, voilà, où je me suis renseignée, bref, ils sont des grosses séries, et en même temps, tous les livres que j'ai lus presque en fantasy dans ces petites maisons d'édition là sont des très bonnes lectures, donc il faut que j'essaye, j'essaye d'acheter de temps en temps des livres de petites maisons d'édition comme ça. Certes c'est peut-être un peu plus cher, mais vous savez à qui revient l'argent d'une certaine manière, à des petites structures qui en ont besoin, et voilà, et en général il y a de la qualité, c'est des passionnés. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, des maisons d'édition indépendantes que vous conseillez. Allez-y. L'espace commentaire est là pour ça, et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.